Bien, nous poursuivons donc les travaux commencés cet après-midi et nous ouvrons le premier séminaire de cette année consacré à la connaissance pratique. J'avais eu l'occasion de vous indiquer lors de la première séance du cours le programme, mais peut-être pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas là, est-il bon que je redonne un petit peu le calendrier des séances. Je vous indique toutefois que vous pouvez jeter un coup d'œil sur le site électronique pour regarder, pour vérifier chaque semaine ce qui se passe. Donc, la semaine prochaine, nous écouterons Jérôme Dokish de l'EHESS qui nous parlera des relations entre la cognition située et de la connaissance pratique. Le 18 mars, nous aurons Timothy Williamson, professeur à l'Université d'Oxford, qui fera son exposé en anglais, mais dans un anglais qu'à mon avis, tout le monde devrait être capable de comprendre. Et de toute façon, la discussion ensuite, nous la ferons en anglais et en français, mais on traduira, n'est-ce pas? Donc, voilà, donc le titre de sa conférence est Knowing and Believing, Acting and Intending. Le 25 mars, Pascal Angèle de l'EHESS parlera de littérature et connaissances pratiques. Donc la question de savoir si nous pouvons étendre le concept de connaissance pratique à la connaissance littéraire. Qu'est-ce que ça veut dire? Beaucoup de travaux intéressants qui sont faits en ce sens. Le 1er avril, Annalisa Coliva, l'Université de Bologne, nous parlera de la connaissance pratique et de la compétence linguistique. Le 8 avril, Alain Berthoz du Collège de France nous parlera de la question de la vicariance et de la connaissance pratique. Et puis, la dernière séance du séminaire sera donc le 15 avril. Elle sera donnée aussi en anglais, mais là encore, ne vous inquiétez pas, il y aura la possibilité d'échanges de telle manière que tout soit bien clair dans les esprits pour ceux qui ont un petit peu de mal à suivre en langue anglaise. Donc c'est Adam Carter de l'Université d'Édimbourg qui fera la conférence sur les arguments non linguistiques en faveur de l'intellectualisme. Voilà pour le programme donc des séances. Alors, je voudrais aujourd'hui, simplement pour vous préciser, je parlerai à peu près 1 heure. Je vais essayer de ne pas dépasser. Je redoute que bon, mais je vais essayer pour que justement nous ayons une bonne heure pour discuter ensemble, que vous m'interrogiez sur un certain nombre de points relatifs aussi éventuellement au cours que vous n'avez pas bien compris. N'est-ce pas, le séminaire doit servir vraiment à ça, à ce qu'il y ait des échanges réels entre vous et moi pour que des points qui ont été vus trop rapidement pendant le cours ou que vous n'avez pas bien compris, nous utilisions ce temps pour éviter toute obscurité qui pourrait rester. Et ce sont des questions qui, objectivement, ne sont pas très faciles. Bon. Donc, il est tout à fait normal d'être un petit peu perdu au début. Et le séminaire, il est là aussi, justement, pour que nous, non seulement nous approfondissions, mais pour que, au moment de la discussion, vous puissiez intervenir et demandiez des clarifications. Voilà. Bon, donc aujourd'hui, justement, je voudrais essayer de préciser peut-être certains aspects que je n'ai pu qu'entrevoir rapidement dans le premier cours et qui ont trait à la manière dont nous pouvons aujourd'hui peut-être relire Aristote pour enrichir notre compréhension du concept de connaissance pratique. J'avais indiqué lors du premier cours, mais très rapidement, de quelle manière la réflexion aristotélicienne avait contribué à éclairer, et de quelle magistrale façon, mais aussi à valoriser, en un sens, vous voyez, la connaissance pratique, et ce, en particulier,
à partir de l'importance que va jouer cette forme d'intelligence qu'est la faculté de la phronésis, hein, terme difficile, concept difficile à traduire et à interpréter. Puisqu'aujourd'hui, les traducteurs se déchirent entre ceux qui pensent qu'on doit maintenir en français le terme de prudence, n'est-ce pas, ou ceux qui privilégient le terme de sagacité. Bien. Aristote, en effet, est souvent crédité d'avoir été l'un des premiers, si ce n'est le premier, à avoir attiré l'attention sur la valeur propre au savoir pratique et aux vertus proprement intellectuelles ou épistémiques que met en œuvre ce savoir, même si, comme je l'avais évoqué lors du premier cours, vous en souvenez peut-être, Kant lui reprochera justement d'avoir été, pour cette raison même, incapable, en soulignant trop les impératifs hypothétiques, en faisant la part trop belle à quelque chose justement comme la prudence, incapable de concevoir l'ordre même de la raison pratique dans toute la pureté qui devrait caractériser ce domaine. À cette occasion, je m'étais aussi empressée d'ajouter que la connaissance pratique n'est sans doute pas le mode majeur où se déploie pour Aristote la connaissance, n'est-ce pas, qui reste bien pour lui le mode de la connaissance méditative, hein, mais qu'elle a son ordre, sa noblesse, et en fait même, c'est un point qu'avait à plusieurs reprises souligné Pierre Aubin, sa nécessité. Nécessité pourquoi ? Tout simplement, si l'on veut bien se souvenir que la connaissance n'est pas l'apanage des dieux et qu'il convient de voir comment elle se donne aux humains, hein, étant entendu qu'il est impératif de se soucier des humains et des contingences auxquelles les soumet la nature. Même s'il faut se garder, comme le rappellent les commentateurs, et je vous avais renvoyé aux analyses que j'espère vous avez relues depuis un peu dans le détail, de Pierre Pellegrin ou de Michel Crubelier, bon, dans, par exemple, le livre qu'ils ont fait au Seuil, Aristote, le philosophe et les savoirs, mais dans bien d'autres occurrences, bon, il convient de ne pas fausser la lecture conformément à l'image qu'on donne souvent et qui a longtemps aussi dominé et qui n'a été qu'assez récemment contestée, au fond de ce que cette remise à l'honneur de la connaissance pratique, au fond, serait le signe, après la folie idéaliste d'un Platon, pas, le signe d'un retour du réalisme en métaphysique, mais aussi en éthique ou en politique, au sens où le mot d'ordre serait désormais à plus de vertus inaccessibles, plus de dérives intellectualistes, hein, plus d'utopie politique, irréalisable, rendons l'éthique et la politique aux humains, image alimentée par, c'est vrai, un certain nombre de textes où Aristote déclare que l'abus théorique nuit à l'éthique elle-même, car il ne s'agit pas de savoir ce qu'est la vertu, mais de devenir vertueux. Et de même, souligne-t-on bien des fois la part irréductible de savoir-faire et de chance qui accompagne l'acte vertueux. Or, je l'avais dit, et nous allons avoir l'occasion aujourd'hui encore d'y revenir, bien qu'avec un certain nombre de nuances fort intéressantes, je crois, par la lecture que nous allons faire, il faut bien retenir ici plusieurs choses. Pour Aristote, assurément, la région des choses humaines est tout entière située dans la partie sublunaire de l'univers
Et pour cette raison même, celui qui veut faire la philosophie des choses humaines, Éthique à Nicomaque 10, 118, 1b 15, doit tenir compte du fait que son objet sera affecté d'une part irréductible de contingence, qu'il lui est donc impossible de supprimer totalement. Mais, et Pellegrin et Crumbelier ont tout à fait raison d'insister sur ce point, cela ne change rien à l'essentiel, n'est-ce pas? Parce qu'après tout, la physique, elle aussi, qui est la science des réalités qui ont en elles-mêmes le principe de leur mouvement et de leur repos, se déploie elle aussi essentiellement dans le monde sublinaire. Or, cela ne l'empêche pas d'être une science théorique. Il peut donc bel et bien y avoir une science pratique, et c'est cette notion précisément qu'invente Aristote pour caractériser la spéculation scientifique qui concerne l'action, la praxis, par quoi il faut entendre l'action humaine libre. Donc, une science pratique n'a pas pour but, en toute rigueur, la connaissance. Elle n'a pas non plus en vue un produit différent de l'agent, comme c'est le cas des techniques qu'Aristote appelle les sciences productives, n'est-ce pas? Mais elle entend bien guider la pratique humaine. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle, je l'avais dit, la science pratique va devoir articuler trois facteurs fort différents les uns des autres, et qui vont donc exiger sacrément de doigté, n'est-ce pas? La connaissance, le désir et la délibération. En tant qu'elle est science, c'est bien en effet une connaissance que la science pratique doit donner au sujet. Bon. Mais en même temps, seul le désir peut effectivement pousser le sujet à agir. Et donc, n'oubliez pas, l'intellect, n'est-ce pas, Aristote ne cesse de le dire, ne meut rien. Bon. Mais le désir, même s'il est comme l'aliment de l'action, ne suffit pas à faire que telle action se réalise et que telle autre ne se réalise pas chez les animaux rationnels. Il faut qu'intervienne le choix, lui-même objet de délibération. Donc, je vous renvoie aux analyses de Pellegrin et Crumbelier, page 153, dans l'ouvrage que j'ai cité. Délibération, qui pourra d'ailleurs donner lieu à un raisonnement ou à un syllogisme pratique qui permettra de servir de guide pour l'action. Autrement dit, et retenez bien ceci, parce que cela va importer pour la lecture que nous allons faire aujourd'hui, on ne doit pas sous-estimer ou minimiser le rôle qu'Aristote donne à l'intellect, en particulier dans son analyse de la vertu. Ce que l'on a parfois tendu à faire, comme le rappelait Richard Sorabji dans son texte de 1980, Aristotle on the Role of Intellect in Virtue, ce que l'on a parfois tendu à faire de trois façons, en dérationalisant la proairesis, le choix, mis en œuvre dans la vertu, la part jouée par la sagacité ou prudence, la sagesse pratique, et en traitant les phénomènes d'habituation, dont nous avons parlé tout à l'heure à propos de Ryle, nous allons voir combien il compte, pour Aristote aussi, comme un processus dépourvu de tout esprit et qui suffirait à rendre bons les hommes sans qu'ils aient besoin d'exercice et de maîtrise de règles. Le choix
est bien une opération intellectuelle qui implique une recherche et qui consiste à désirer faire ce dont la délibération a montré qu'elle conduisait au bien visé, ce qui implique un choix rationnel des moyens et de la manière de faire. Ensuite, je rappelle encore ce point important, si la phronésis, donc prudence ou sagacité, contrairement à la sagesse est liée à la partie irrationnelle de l'âme et donc intimement liée à la morale, elle est comme la sagesse une vertu intellectuelle. Si la sagesse, simple capacité de connaître ce qu'il y a de plus difficile, la vie intellectuelle, est supérieure à la vie politique, expression de la sagacité ou de la prudence, cette dernière est bien aussi une capacité de connaître ce qui, en un sens, est le plus difficilement exécutable, le bien humain, comme le rappelle Richard Bodeus dans son introduction à l'Éthique Nicomaque, page 40. Et en dépit des différences, il y a bien entre les deux des points communs, de même que la sagesse suppose un double état, celui scientifique et proprement rationnel qui permet de toujours démontrer à partir de principes premiers, et celui intellectif qui permet de saisir les premiers principes de toute démonstration. De la même façon, la sagacité ou prudence suppose, elle aussi, un double état, celui délibératif et proprement rationnel, qui permet de toujours trouver les moyens en vue d'une fin, et celui intellectif, qui permet de saisir la fin ultime de toute délibération, c'est-à-dire le bien. De plus, l'intelligence méditative qui saisit en vérité les principes premiers et l'intelligence exécutive qui saisit en vérité la fin ultime sont également tributaires de l'expérience et des sens, même si leurs objets respectifs diffèrent. Mais il n'empêche, l'analogie, comme le dit très justement Bodeus, s'arrête là, puisque tandis que l'intelligence méditative saisit les principes premiers sans autre condition, il lui suffit d'une connaissance préintellectuelle de ce qui est, l'intelligence exécutive, pour sa part, ne peut saisir en vérité la fin ultime, qui est le bien, si la connaissance préintellectuelle ne se trouve pas orientée vers ce qui est le bien, mais détournée vers ce qui est mal par l'habitude de désirs pervers. Et c'est pourquoi Aristote insiste tant sur le lien indissoluble entre la prudence ou sagacité et la vertu morale, laquelle est expression d'un désir droit, c'est-à-dire orienté vers le bien véritable. Cela va nous permettre déjà de préciser certains points qui vont nous aider, je l'espère, à suivre la lecture que je vais proposer maintenant, en m'appuyant en particulier sur un texte important et qui intervient beaucoup dans les discussions contemporaines aujourd'hui, qu'il s'agisse de la philosophie de la connaissance, de la philosophie de l'esprit ou de la philosophie morale, un texte que l'on doit à David Wiggins, paru en 2012 dans la revue Mind, et qui s'appelle Practical Knowledge, Knowing How to and Knowing That. Référence exacte, Mind, volume 121, 481, janvier 2012, de la page 97, pardonnez-moi, à la page 130. Donc un long article extrêmement intéressant et riche dont nous allons essayer de montrer justement en quoi il est très intéressant comme lecture aristotélicienne autour de la connaissance pratique. Bon, vous voyez que, juste quelques mots encore avant d'introduire au texte, là où la sagesse, donc la sophia,
n'est-ce pas? Et science des principes de l'action comme de l'être, des principes qui sont universels, et y compris dans leur application, indépendants du temps, donc éternels, comme le sont les vérités mathématiques. La phronésis est pour Aristote cette faculté d'unamisme pratique, accompagnée de règles vraies dans le domaine de ce qui pour l'homme est bon ou mauvais, qui se rapporte aussi parfois à ce qui pour l'homme est, comme le rappelle Pierre Aubin dans les problèmes aristotéliciens, le volume Philosophie pratique, page 38, à ce qui est pour l'homme avantageux ou utile. Bon. Donc il y a une forme de pragmatisme aristotélicien, bon, et dont l'homme a besoin pour apercevoir ce qui, dans l'instant concerné, et sous la condition de circonstances à chaque fois variables, est à faire ou à ne pas faire. Ce pourquoi, du reste, comme le dit Pierre Aubin, la phronésis, qui est la vertu de celui qui délibère bien, qui appartient à la partie opinative de l'âme intellective, qui se distingue donc de la partie scientifique, par le fait que l'on ne peut attendre d'elle des conclusions apodictiques, mais des conclusions seulement vraisemblables, eh bien, la phronésis, c'est par là même, vous voyez, inventive, n'est-ce pas? Elle est un habitus de décision, je cite Aubin, un habitus de décision qui nous rend capables non seulement de faire ce qui est juste, mais de le faire au juste moment, kairos, et de le faire aussi longtemps qu'il est convenable. Donc, instance d'orientation au service de l'action raisonnable, et si elle ne porte pas sur l'universel, mais plutôt sur l'individuel, le particulier, elle est bel et bien de nature intellectuelle. Sans doute Aristote reste-t-il convaincu que le mode suprême de la connaissance est celle de l'universel et du nécessaire, de la vie intellective ou méditative, ce pourquoi c'est cela que doit viser pour finir le sage, n'est-ce pas? Ce pourquoi il reste donc bien pour lui plusieurs ordres de connaissances, hein, et même une hiérarchie entre elles, même si, comme le dit Aubin, qu'Aristote n'oppose pas l'une à l'autre, mais maintient l'une et l'autre, vocation contemplative et exigence pratique. La prudence chez Aristote, page 19. Mais il n'en demeure pas moins que pour lui, je cite, la prudence représente moins une dissociation nette entre la théorie et la pratique, et la revanche de la pratique sur la théorie, qu'une rupture à l'intérieur de la théorie elle-même. Fin de citation. Mais si Aristote a raison, ainsi que je l'avais suggéré lors du premier cours, alors cela veut dire aussi, premièrement, peut-être qu'il n'y a pas lieu d'attendre de la connaissance pratique, vous voyez, qu'elle exige le recours à une forme d'intelligence nécessairement différente, au sens où elle ne serait pas, quant à elle, intellectuelle, vous voyez, forme d'intelligence différente de celle qui est à l'œuvre dans la connaissance théorique. Et il n'y a pas lieu peut-être non plus de supposer que l'intelligence elle-même, aussi intellectuelle soit-elle, serait nécessairement incompatible avec l'idée de certaines aptitudes, capacités, dispositions et habitudes que l'on exerce et entraîne. Vous voyez ? Bon. Et c'est la raison pour laquelle j'avais alors conclu qu'on ne s'étonnerait pas, de ce point de vue-là, qu'un certain nombre d'analyses qu'a pu mener Gilbert Ryle, et dont je pense nous avons à présent une meilleure idée à la lumière des 2 derniers cours, aient pu être perçues par beaucoup, et en dépit, nous allons voir de sensibles et fort intéressantes différences, comme une sorte de remise à l'honneur de bon nombre de thèmes aristotéliciens. Or, c'est précisément cela, n'est-ce pas, que souhaite montrer David Wiggins dans cet article très long, hein, mais passionnant, que j'évoquais à l'instant, donc paru
en 2012 dans la revue Mind. L'éminent aristotélicien et philosophe antiquisant qu'est David Wiggins a voulu en effet attirer l'attention sur les liens, à son avis très forts, qu'il y a entre ce qui est au cœur des préoccupations de Gilbert Ryle, dans son article donc de 1946 et au chapitre 2 de 1949, textes qui n'ont maintenant pour vous, je l'espère, plus aucun secret. C'est pourquoi il me fallait les avoir d'abord analysés avant de passer à l'examen de ce point dans le séminaire. Et donc, des liens entre ça et l'analyse que propose Aristote de la raison pratique, de l'intelligence pratique et aussi de la manière dont les êtres humains entrent dans ce mode d'être et d'agir qu'Aristote appelle un ethos. Et l'objectif de Wiggins en particulier, mais je n'en parlerai pas beaucoup aujourd'hui car ce sont des points difficiles que nous aurons à expliciter, et justement je laisserai le soin au professeur Timothy Williamson, qui est le représentant majeur de cette conception, de nous aider à y voir plus clair dans sa conférence qu'il donnera le 18 mars, n'est-ce pas ? Et nous serons mieux armés, j'espère, parce que nous aurons vu avant pour lui faire d'éventuelles objections. En tout cas, je n'entrerai pas donc dans ces points qu'analyse aussi naturellement Wiggins, parce que ça fait partie des discussions passionnantes aujourd'hui. Est-ce que c'est plutôt la manière de voir de Ryle, n'est-ce pas, ou est-ce que c'est plutôt la manière williamsonienne de comprendre la connaissance pratique qui est la bonne, n'est-ce pas ? Bon. Donc, nous aurons droit à l'exposé des deux vedettes, si j'ose dire, de telle ou telle manière de voir les choses. Bon. Alors, donc, l'objectif de Wiggins est donc de montrer, n'est-ce pas, que, premièrement, et donc contrairement à une lecture qui est faite par des auteurs comme Tim Williamson ou son complice en la matière, qui est Jason Stanley, dont j'aurai l'occasion aussi de parler dès la semaine prochaine dans le cours, eh bien, donc, contrairement à la lecture qu'il propose de la connaissance pratique, Wiggins pense premièrement que Gilbert Ryle ne se trompe pas dans son analyse de la connaissance pratique, et deuxièmement, qu'il doit être possible de ne voir, qu'il ne doit pas être possible de voir dans le savoir-faire, knowing how, un cas particulier simplement du savoir propositionnel, ce qui est justement la thèse, n'est-ce pas, que soutiennent Williamson et Stanley, contrairement à Ryle, n'est-ce pas, c'est-à-dire Ryle dit, nous l'avons vu tout à l'heure encore, le savoir-faire ne présuppose pas du tout le savoir propositionnel, c'est l'inverse, n'est-ce pas? Alors que, au contraire, Williamson et Jason Stanley vont dire qu'en fait, le savoir-faire n'est qu'un cas particulier du savoir propositionnel. Vous voyez ? Bon. Donc, qui a raison ? Qui faut-il suivre ? C'est précisément un des enjeux majeurs de celui qui veut aujourd'hui comprendre exactement ce qui est en cause dans quelque chose comme une connaissance pratique. Donc, vous voyez tout de suite, a priori au moins, de quel côté est Wiggins, même si, au fur et à mesure, nous allons voir, et c'est ça l'intérêt de la lecture que, justement, nous devons faire, que les choses sont beaucoup plus compliquées, en fait, qu'on ne pourrait le penser de prime abord. Et que peut-être que certaines formes de présentation qui sont données aujourd'hui des enjeux demandent à être singulièrement, à tout le moins nuancées, j'allais dire complexifiées. Non, c'est jamais bon de trop complexifier, il faut toujours aller plutôt dans le sens de la clarté. Mais enfin, appelle certainement en tout cas des nuances ou un certain degré de sophistication, qui n'est pas toujours garanti dans certaines analyses. Bon, en tout cas, Wiggins, je pense, va nous aider à le faire, et il entreprend précisément de faire une lecture aristotélicienne, vous voyez, de Ryle, et de montrer que,
en relisant Aristote et en combinant certains thèmes aristotéliciens avec un certain nombre d'arguments que met en avant Gilbert Ryle, on peut donner raison à l'interprétation qui vise à présenter la connaissance pratique comme étant de l'ordre prioritairement donc d'un savoir-faire, d'un knowing how, n'est-ce pas, et peut-être aussi en tirer certains enseignements dans le domaine non seulement de la philosophie de la connaissance, mais de la philosophie de l'esprit et peut-être même aussi de l'éthique. Bon. Donc je vous propose donc que nous suivions Huygens, et pour ce faire que nous partions comme lui d'Aristote, qui dans l'Éthique à Nicomaque, en 1094a-18, écrit ceci. Je donne la traduction Bodéus, page 48-49 de l'édition de poche GF, n'est-ce pas ? Je donne l'édition GF parce que, et non pas la grande édition superbe qui vient d'être réalisée, parce qu'il n'y a pas toutes les notes, n'est-ce pas, dans la grande édition, aussi bien chez Flammarion que chez la Pléiade. Donc là, vous avez, même si la traduction est la même, n'est-ce pas, en revanche, l'édition de poche permet d'avoir toutes les notes, toutes les introductions, donc elle est infiniment précieuse. Bien. Donc, page 48-49, voici ce que Aristote écrit. Et s'il est donc quelques fins, parmi celles qui sont exécutables, que nous souhaitons pour elles-mêmes et pour laquelle nous souhaitons les autres, en excluant l'hypothèse que nous choisissons tout pour autre chose, car à ce tarif, évidemment, on irait à l'infini, jusqu'à rendre vide et vain le désir, il est clair que cette fin doit constituer le bien, et ce, au titre suprême. Est-ce que dès lors, pour l'existence, la connaissance de celui-ci n'est pas aussi d'un grand poids ? Et comme des archers, ne serions-nous pas, avec une cible, mieux en mesure d'atteindre ce qu'on doit ? Et s'il en est ainsi, il faut tâcher de cerner, du moins en l'esquissant, ce que peut bien être cette fin elle-même, et identifier celui des savoirs ou capacités dont elle est l'objectif. Un peu plus loin, Éthique à Nicomaque 1098a-17-20, page 75 dans GF, Aristote se met à préciser que le bien humain consiste dans l'activité de l'âme en accord avec la vertu, ou bien que s'il y a pluralité de vertus, alors en accord avec la vertu la meilleure et la plus parfaite, dans une vie parfaite. Bon, c'est arrêté, évidemment. Vertu, pour nous, résonne un peu de façon morale et moraliste, n'est-ce pas, qui n'est pas contenu dans le terme grec, n'est-ce pas. C'est pourquoi certains préfèrent traduire, vous savez, par excellence. Bon, mais en même temps, il n'y a pas de traduction idéale, donc les gardons vertu. Bon. Voici ce qu'écrit Aristote, donc page 74-75, 1098 à 1720. Alors prenons la répartition des biens en trois catégories. Il y a d'une part les biens qu'on dit extérieurs, et d'autre part ceux qui concernent l'âme ou le corps, mais ce sont les biens qui concernent l'âme que principalement et par-dessus tout nous appelons des biens. Or, nous posons les actions et les activités psychiques dans cette catégorie, de sorte que notre argument semble parfaitement conforme à cette option-là, qui est ancienne et reçue en commun par les philosophes. Du reste, on peut aussi juger qu'il est correct du fait qu'on dit que la fin consiste en certaines actions et en certains actes, car dans ces conditions, elle devient partie intégrante des biens de l'âme et non des biens extérieurs. S'accorde par ailleurs encore à notre argument l'idée que l'homme heureux connaît une vie de qualité et de succès, quoiqu'on a dit en somme que le bonheur, c'est la vie parfaite, en quelque sorte, et l'action réussie. Comme le note David Huygens, étant donné ce que l'on sait du poids qu'accorde Aristote à l'utilité pratique de son entreprise, vous voyez 1103b 26-30, 1096b 32, 1097 a4, 1109b 34-35, on pourrait se dire que ce que l'on va trouver dans le livre, c'est au fond une sorte d'identité secrète de ce en quoi consiste le bien pratique. Et aussi la manière, naturellement, dont il faut s'y prendre en matière de vertu et de vie pour parvenir au bonheur et à l'eudémonia. Mais on risque fort alors de déchanter, car peu après les phrases que je viens de citer,
1094 à 18, Aristote dit aussi, 1095 B4, 5, que quiconque n'a pas déjà pratiqué de bonnes habitudes ne gagnera rien de ce que lui, Aristote, va pouvoir raconter. Bon. Et plus loin, la déception risque encore de croître, puisque nous voyons Aristote clairement expliquer que la fin pratique ou le bien suprême ne peut davantage être spécifié sous forme de mots, n'est-ce pas, qui permettrait donc par un acte ou processus purement et simplement intellectuel d'en donner la compréhension. Selon Aristote, c'est à la vertu éthique et à la formation éthique elle-même qu'il appartient de superviser notre but et de soutenir notre compréhension effective du bien suprême. Voici ce qu'il dit, 1144a 7-9, page 337. La vertu fait en effet que son but est correct, et la sagacité que sont corrects les actes qu'il juge utiles dans la perspective de ce but. Bon. Il ne faut donc pas attendre de l'éthique qu'elle soit une sorte de manuel à usage interne du citoyen individuel, n'est-ce pas, qui pourrait le guider pour parvenir au bien suprême. Vous vous souvenez de ce que nous avons dit tout à l'heure du manuel de prescription et de recettes bien. La véritable utilité du grand traité, qui comprend à la fois l'éthique et la politique, est plus indirecte, n'est-ce pas ? Elle a trait en premier lieu à la tâche qui est celle de l'homme d'État aristotélicien, qui doit veiller à ce que la police se maintienne comme une communauté, koinonia, dans laquelle les participants ou les citoyens cultivent leurs vertus éthiques et intellectuelles dans la vie la meilleure, la plus heureuse dont ils soient capables. Bon. Mais pour remplir ce rôle, l'homme d'État doit quand même comprendre la praxis humaine, l'accomplissement humain, et ce non seulement, au fond, sur le mode ordinaire, participatif ordinaire, sur le mode de l'observation, de la réflexion quotidienne qu'il peut faire concernant des affaires humaines, mais aussi sur le mode spéculatif, ou, autrement dit, au niveau de la théorie, du savoir propositionnel, du savoir théorique. Comme on peut, en tout cas, se risquer à le dire, dit Huygens, parce que, en toute rigueur, c'est vrai que Aristote considère que la nécessité stricte, donc l'épistémé stricte, la démonstration, l'apodeixis, sont étrangères au sujet. Mais en tout cas, au sens plus souple que nous donnons aujourd'hui au terme de théorie. Un terme du reste souple, mais pas trop non plus, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a bien une manière quasi scientifique pour Aristote, n'est-ce pas, d'analyser de manière empirique la politique et de proposer d'ailleurs une typologie des formes de gouvernement, n'est-ce pas ? Donc, c'est bien la raison pour laquelle on est en droit de parler de savoir, de connaissances pratiques. Bien. Bon, alors, pourquoi est-ce qu'il faut cela ? Qu'est-ce que, justement, l'homme d'État, au fond, a besoin de cela, justement, de ce mode-là ? Eh bien, parce que, justement, une compréhension qui est à la fois historique, qui est faite sur le mode spéculatif, et donc qui est minimalement systématique, si vous voulez, n'est-ce pas, va donner de la force, va donner de la certitude, va donner une force explicative, n'est-ce pas, au mot, au conseil que va donner Aristote lorsqu'il va conseiller à l'homme d'État de ne pas, par exemple, placer sa confiance trop dans le pouvoir de la loi. Voyez Politique 1269 à 20, ou lorsqu'encore il le mettra en garde contre la croyance qui voudrait qu'une constitution politique
pourrait, rien qu'à elle seule, rendre justes ou heureux les citoyens. Donc, ce que l'éthique et la politique vont offrir conjointement pour l'usage de l'homme d'État, c'est une théorie de ce qui est humainement pratique. Très proche de ce que un autre auteur que j'ai cité à plusieurs reprises déjà dans le cours et dont j'ai plaisir à voir que Wiggins le cite aussi, de ce que Charles Peirce appelait une science des visées, science of aims, science des visées. Donc, c'est aussi quelqu'un qui va permettre en parallèle de donner, au fond, les avis les meilleurs, les mieux pesés, pour que l'homme d'État puisse assurer la préservation du bien humain. Mais vous voyez que si c'est le cas, il y a tout de suite une question que l'on peut, à ce stade, poser. S'il appartient à la vertu morale, plutôt qu'à la pure et simple vertu intellectuelle de la sagesse pratique, de superviser en quelque sorte nos visées, de renforcer notre compréhension de ce qu'est le bien suprême, pourquoi est-ce que la vertu morale, au fond, ne pourrait-elle faire tout cela en se contentant de raffiner, d'étendre, en quelque sorte, le contenu simplement propositionnel de l'identité, le démonia et l'activité de l'âme en accord avec la vertu dans une vie parfaite? Eh bien, elle ne le peut pas, dit Wiggins, et je crois qu'il a tout à fait raison, tout simplement parce que la vertu morale, pour Aristote, n'est pas ce genre de disposition. Relisons ce qu'il dit en 1103 A4-7. Voici ce qu'il dit. S'il faut soutenir que cette partie de l'âme est elle aussi rationnelle, il y aura dès lors deux parties rationnelles. L'une au sens fort, qui possède la raison en elle-même, et l'autre qui est susceptible de l'écouter d'une certaine façon, comme on écoute son père. Or, précisément, les distinctions qu'appelle la vertu s'opèrent d'après cette différence-là. Nous disons en effet qu'il y a des vertus intellectuelles et des vertus morales, que la sagesse, la compréhension, la sagacité sont d'ordre intellectuel, mais la générosité et la tempérance d'ordre moral. Si nous parlons en elles du caractère, nous ne disons pas « c'est un sage » ou quelqu'un capable de comprendre, mais « c'est un doux » ou un tempérant. Cependant, nous louons aussi le sage en raison de son état. Or, les états louables, nous les appelons vertus. Et deuxième passage, Éthique Nicomaque 1139a1 et suivante, je vous lis. Nous avons par ailleurs distingué les vertus de l'âme en affirmant qu'elles sont les unes vertus du caractère et les autres vertus de l'intelligence. Les vertus morales, certes, ont fait l'objet d'un examen en long et en large, mais celles qui restent après un mot préalable sur l'âme doivent faire l'objet de notre exposé comme suit. Donc il y a deux types, vous voyez, de vertus qui sont importantes. Mais à ce moment-là, une nouvelle difficulté s'ajoute au projet d'Aristote, qu'on l'envisage du point de vue de la vertu morale ou du point de vue conjointement de la vertu et de la sagacité, et qui vient de ce que soutient par ailleurs Aristote au sujet du domaine du pratique, qui est selon lui, vous vous en souvenez, par nature indéfinie ou sans limite. Voyez par exemple 1130b 18 19 ou 1137b 29 32. 1130b, c'est le moment où il souligne la nécessité, vous vous en souvenez, de distinguer entre la justice globale et la justice partielle. Je ne cite pas le texte pour que nous gagnions du temps, je vous y renvoie. Je vous lis le passage, en revanche, 1137b 29 32, page 281, dans l'édition GF. Et voilà quelle est la nature de l'honnête, un correctif de la loi dans les limites où elle est en défaut en raison de son universalité. Car un motif fait encore que tout n'est pas régi par la loi, c'est qu'en certains cas, il est impossible, de légiférer, de légiférer, ce qui entraîne le besoin d'un décret. L'indéterminé a en effet pour règle un outil, lui aussi indéterminé, tout comme la construction de Lesbos a pour règle le plomb.
D'après la forme de la pierre, en effet, cette règle de plomb se modifie et ne reste pas identique. De même, le décret s'adapte aux affaires traitées. Fin de citation. Il ne saurait donc être simplement question, vous voyez, de procéder à une pure et simple élucidation ou spécification de type propositionnel, n'est-ce pas, complet de la norme aristotélicienne de l'être et du faire. Je vous rappelle ce qu'il dit encore en 1104 A1. Mais il faut préalablement convenir que toute argumentation qui porte sur les actions à exécuter doit s'en tenir à une esquisse et renoncer à la rigueur, conformément à la règle que nous avons énoncée au début et selon laquelle il faut exiger les arguments appropriés à la matière. Or, les biens dont se réclament nos actions et les intérêts qu'elles poursuivent n'ont rien de fixe non plus que les choses saines. Et si telle est l'argumentation de portée universelle, à plus forte raison celle qui porte sur les choses particulières manque-t-elle de rigueur, puisqu'elle ne tombe sous aucune technique ni prescription, et que les agents doivent toujours eux-mêmes avoir l'œil sur les circonstances opportunes, exactement comme dans le cas de la médecine et du pilotage. Fin de citation. Assurément, à telle ou telle occasion, la vertu morale et les idéaux, préceptes, aspirations qu'elle combine avec la sagesse pratique pour se maintenir, peuvent susciter de vraies déterminations dans la réponse qu'il convient alors de donner. Mais vous voyez, des déterminations comme celle-ci se produisent en quelque sorte en dépit du caractère limité du domaine pratique. En vérité, les visées, les idéaux en question, tels que ceux qui sont implicites et présupposés dans les préceptes de l'éthique au livre 9, chapitre 2-3, sont eux-mêmes l'expression pratique de la vertu morale qui fournit dans un contexte ce qui ne peut l'être préalablement à ce contexte. On pourrait donc suggérer, certes, que, en théorie, tout l'ensemble des jugements passés, présents et futurs, auxquels sont parvenus dans leur contexte des personnes de bon sens et dotées de compréhension, pourraient incarner ou représenter une conception, au fond, achevée, correcte de la fin. Mais au moment de l'action, il n'y a rien de tel que ce genre de choses. N'est-ce pas ? Au moment de l'action, c'est la conception propre de l'agent, aussi vertueux soit-il, qui est présente. Et cette conception, elle est toujours en cours de fabrication, si on ose dire. N'est-ce pas ? En second lieu, même si tout l'ensemble achevé de ces jugements représente bien une conception correcte de la fin, l'ensemble aurait du mal à devenir la source ou le principe simplement théorique ou propositionnel, au sens de knowing that, n'est-ce pas, qui engendre ces jugements en contexte. Ce n'est pas le genre de choses, donc, à même de jouer le rôle ou de remplacer l'habituation ou l'initiative de l'agent en faisant une manière particulière d'être. C'est au contraire l'habituation qui nous permet de recourir à la sagesse pratique, à la phronésis, pour qu'elle se charge de trouver nos réponses aux diverses circonstances dans lesquelles, n'est-ce pas, aussi variées soient-elles, aussi nouvelles et imprévisibles soient-elles, nous nous trouvons. Donc, si le sujet du pratique, vous voyez, est indéfini, comme l'affirme Aristote, si aucune spécification sous forme de mots, du type de celle qui se déploierait justement, n'est-ce pas, dans la déixis ou la démonstration, ne peut projeter les jugements de l'agent pratique de façon sage, n'est-ce pas, de façon fiable et correcte, dans un futur qui est par définition ouvert, indéfini, alors il doit bien y avoir dans ce que les agents peuvent saisir de l'esprit dans lequel ils doivent agir, n'est-ce pas, mais aussi de la fin et de la manière personnelle d'y tendre, quelque chose qui est intrinsèquement et irréductiblement de l'ordre du pratique, ou comme le dit Huygens en introduisant ce terme sur lequel il insiste beaucoup, de l'agentiel,
doit bien y avoir quelque chose, n'est-ce pas, de cet ordre que nous devons introduire. Bon, voilà, donc une forme, si vous voulez, donc de knowing how, hein, qu'on appelle une forme de sens pratique ou de sens agentiel, n'est-ce pas, sans quoi on ne comprendrait pas tout simplement comment l'action elle-même, n'est-ce pas, peut commencer. Donc, comme le dit Huygens, si Aristote ne le dit pas en toutes lettres, il n'empêche que c'est là une conséquence inévitable de ce qu'il dit. Bien. Mais alors, vous voyez que si cela est juste, on peut se demander, au fond, ce qu'il peut rester à un philosophe aristotélicien à dire au niveau de la spéculation philosophique sur la fin que fixe, n'est-ce pas, ou que détermine la vertu morale. Quelle place il reste, n'est-ce pas, donc, au savoir théorique, au savoir propositionnel, si tout est, au fond, là-dedans. Bon. Eh bien, justement, même s'il est impossible de trouver une expression pleine et articulée d'un principe qui puisse engendrer la totalité, et rien que la totalité des jugements pratiques corrects, rien n'empêche une théorie simplement spéculative du pratique, au moins de décrire la manière dont elle est suivie par ceux qui accomplissent le bien pratique. Donc, une théorie aristotélicienne, n'est-ce pas, ainsi entendue, dit Huygens, peut parfaitement décrire les rouages, les interactions de la nature et de la culture qui conduisent et sont conduits par le processus d'habituation à travers lequel un être humain entre dans un schéma bien précis de sensibilité, de soins, de préoccupations d'ordre moral. Une théorie de ce genre va pouvoir décrire comment l'arrêté, donc vertu morale, se combine avec son autre moitié, savoir l'aphronésis ou sagesse pratique, donc en s'efforçant en permanence d'appareiller, quelque sorte, l'idéal de l'activité de l'âme et la vertu dans une vie parfaite. Même si ce en quoi cet idéal consiste, ou ce à quoi il se résume, n'est accordé au néophyte que s'il participe bel et bien à un faire, n'est-ce pas ? Même s'il n'y a donc aucun moyen de spécifier vraiment, vous l'avez compris, n'est-ce pas, le plein contenu de l'idéal, autrement qu'en montrant un agent engagé et de quelle façon bien particulière cet idéal informe les efforts que font ceux qui y adhèrent pour accorder des moyens à des fins et des fins à des moyens en fonction des circonstances, selon les occasions, des impératifs liés à la situation où se trouve lui-même l'agent, eh bien, il est quand même possible, vous voyez, de rendre de moins en moins mystérieuse à la spéculation philosophique la présence et le pouvoir de la fin que maintient en place la vertu morale. Vous voyez ? Donc je pense que là, il y a quelque chose que dit Huygens qui est tout à fait juste et qui rejoint, vous l'aurez compris, exactement le même type de démarche que Gilbert Ryle a à l'esprit et que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire ce n'est pas parce que, si vous voulez, les deux choses ne font qu'un qu'il n'est pas possible abstraitement de montrer en quoi l'une et l'autre, n'est-ce pas, ont chacune leur part. Est-ce que vous comprenez ? Donc c'est très très important de bien comprendre cet aspect des choses. Bon, de la même manière, cela contribue à illustrer les va-et-vient constants entre le nous pratique, la formation éthique et la fin pratique, si on comprend ainsi, par exemple, ce qui dit Aristote au livre 6, chapitre 11, page 331 dans la traduction. Mais les réalités particulières et ultimes comprennent tout ce qu'on peut exécuter. Le sagace, ou prudent donc, doit en effet apprendre à connaître tout cela. De même, la compréhension et le bon sens ont pour matière les actes à exécuter, c'est-à-dire les réalités ultimes. Et l'intelligence saisit
le nous, donc, n'est-ce pas, saisit les réalités ultimes dans les deux directions. Les définitions premières et les réalités dernières, en effet, sont l'objet de l'intelligence et pas du raisonnement. Autrement dit, alors que dans le domaine des démonstrations, elle saisit les termes immuables et premiers, dans les opérations exécutives, l'intelligence saisit le terme dernier qui peut changer et elle porte sur la seconde prémisse. C'est là, en effet, le point de départ du but visé, puisque c'est à partir des particuliers qu'est atteint l'universel. Il faut donc en avoir la perception. Or, cette perception est intelligence. 1143 B1. Pour aller vite, je n'explique pas en détail ce point. Je peux reprendre dans la discussion tout à l'heure, si vous voulez, le texte, qui est très, très difficile, évidemment, mais qui est, en un sens, la clé, justement, du point que je voulais mettre à l'instant en évidence. Bon. En tout cas, voilà qui nous permet de comprendre ce que dit Aristote une page plus loin. Il est clair, par ailleurs, que même si la sagacité n'était pas exécutive, elle serait un besoin vu qu'elle est vertu de la partie de l'âme. Tout comme il est évident que la décision ne peut être correcte sans sagacité, pas plus que sans vertu, car celle-ci est la fin, et celle-là fait exécuter les actes en rapport avec cette fin. Fin de citation. Vous voyez ? Bon. Donc, de quelle manière, à présent, la philosophie pratique va-t-elle expliquer comment chacun se trouve donc engagé, n'est-ce pas, dans cette poursuite du bien suprême? Eh bien, selon Aristote, un être humain a par nature une capacité à l'intelligence, au nous, cette capacité générique qui se développe en une capacité plus particulière, susceptible assurément de s'améliorer, une capacité à voir, entre autres choses, donc l'incidence ou la portée sur nous de contingences qui doivent compter pour nous, et aussi une prédisposition native à se transformer au gré des circonstances, et à condition qu'elles ne soient pas trop désastreuses, en certaines vertus ou en certains états de bon caractère. Ce n'est ni naturellement, je cite le passage 1103 à 2333, ce n'est ni naturellement ni contre nature que nous sont données les vertus. Au contraire, la nature nous a fait pour les recevoir, mais c'est en atteignant notre fin que nous les acquérons par le moyen de l'habitude. De plus, tout ce que la nature met à notre disposition, nous l'apportons d'abord sous forme de capacité et ensuite nous y répondons par nos actes, comme on le voit précisément dans le cas des sens. Ce n'est pas en effet de l'acte fréquent de voir ou de l'acte fréquent d'entendre que nous tirons nos facultés des sens, mais l'inverse. C'est parce que nous les possédons que nous avons fait usage, et ce n'est que l'usage qui nous en a donné la possession. Or, les vertus, nous les tirons d'abord d'actes préalables, comme c'est le cas des techniques ou autres savoir-faire. Knowing how, traduit Wiggins, ce qui n'est pas par hasard. En effet, ce qu'on doit apprendre à faire, c'est en le faisant que nous l'apprenons. Ainsi, c'est en bâtissant qu'on devient bâtisseur, en jouant de la cithare qu'on devient cithariste. De la même façon, c'est donc aussi en exécutant des actes justes que nous devenons justes, des actes tempérants que nous devenons tempérants et des actes courageux que l'on devient courageux. C'est par ce même processus fin de citation, c'est par ce même processus donc d'habituation et de formation que nous sommes initiés à la vie en société, que nous en venons à partager ses entreprises, ses préoccupations, ses peines ou ses joies. C'est de cette manière, c'est-à-dire en apprenant à prendre part, n'est-ce pas, que nous accédons à une conception de ce qu'est une fin pratique. Mais si nous voulons pouvoir nous mettre en accord avec ce que nous trouvons dans la société humaine, il nous faut aussi,
comme vous le savez, nous dit Aristote, nous associer à ce que les autres disent et font. Je cite, et il faut au moins tout autant, il nous faut les écouter, hein, comme il le dit. Il faut par conséquent prêter attention à ce que les gens d'expérience et les personnes plus âgées ou sagaces soutiennent sans démonstration, c'est-à-dire à leurs opinions non moins qu'à leurs démonstrations, car leurs expériences leur donnent l'œil et donc ils voient correctement les choses. Éthique à Nicomaque, 1143b, 11, 14. Autrement dit, vous voyez, et Huygens a raison d'insister sur le fait que nous ne devons pas entendre le terme d'arrêté qui est celui d'Aristote comme un terme moral, et encore moins moraliste, l'éthos donc vers lequel les êtres humains peuvent être conduits, ou l'éthique arrêtée qu'Aristote a à l'esprit, correspondent assez mal, naturellement, à ce que nous mettons aujourd'hui sous le terme de vertu morale, puisque parmi les éthos possibles, qui caractérisent donc toute une mentalité, toute une habitude, entre par exemple l'éthos d'une profession, d'un artisanat, d'un art, celui d'un docteur, d'une infirmière, d'un savant, d'un pompier, d'un bâtisseur, etc. Et un être humain ordinaire devra participer de plusieurs de ces éthos. Par ailleurs, qu'est-ce qui pourrait être plus important pour la philosophie de la vie, du droit, de l'organisation, de l'éducation, de l'administration, de la responsabilité, de l'absence de responsabilité, que cette idée générale d'un ethos, d'une attitude, d'une mentalité très générale, en fait. Vous voyez ? Donc, de ce point de vue, l'éthos est quelque chose qui dépasse de très loin tout simplement ce que nous mettons aujourd'hui sous le terme de morale ou de moralité, n'est-ce pas ? Bon. Mais vous voyez que ce qui intéresse Aristote, c'est justement, en dépit de l'extension extrêmement large qu'a ce terme, c'est d'essayer quand même de voir comment on peut le caractériser, comment est-ce qu'on peut essayer d'en tracer les contours. Alors, bien entendu, un philosophe qui serait acquis à l'idée que la seule manière de faire, c'est justement d'adopter une perspective de type propositionnel ou théorique, va dire pour caractériser ça, il faut se lancer en effet dans une énumération substantielle de ce que sont les prescriptions, les impératifs, les interdits, les exigences, les idéaux par lesquels celui qui adhère à tel ou tel ethos, n'est-ce pas, va conduire sa vie. Bon. Mais le problème qu'indique très vite Aristote, c'est que si justement on procède de cette manière, eh bien on n'a pas fini, on n'a même pas commencé à commencer, n'est-ce pas ? On arrive justement à quelque chose qui ressemble à ce que Ryle aussi a évoqué, à savoir une régression à l'infini, n'est-ce pas ? Puisque naturellement, jamais nous ne trouverons une suite de mots suffisante pour caractériser toutes les précisions dont nous allons avoir besoin. Souvenez-vous de ce que dit Aristote, Éthique à Nicomaque 1164b32. Il faut donc ici répéter ce qu'on a dit plusieurs fois. En ces matières d'affections et d'actions, les arguments sont aussi indéterminés que les matières elles-mêmes. Alors, on peut sauver, par exemple, une injonction, par exemple, en essayant de la cantonner à telle ou telle situation particulière qu'on va identifier déictiquement ou ostensivement. Mais en même temps, si on fait ça, on va aussi sacrifier du même coup la généralité qui s'attache à l'injonction ou au principe. Donc ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre, n'est-ce pas ? Bon. Et on ne caractérisera plus, justement, ce que Aristote veut faire passer par l'idée même d'éthos. Inversement, vous pouvez aussi essayer d'introduire des clauses ceteris paribus, n'est-ce pas ? Toutes choses égales par ailleurs, mais là encore, si vous entrez dans la tentative de spécification de ce que c'est que ces clauses que vous introduisez, vous n'en avez pas fini. N'est-ce pas ? Autrement dit, si vous commencez à entrer dans une espèce de caractérisation de type propositionnel de la situation, vous vous retrouvez exactement dans la situation que décrit Ryle de celui qui regarde ses lunettes au lieu de regarder à travers elles. Je vous rappelle, de même qu'une personne qui regarde trop ses lunettes trahit le fait qu'elle a des difficultés à regarder à travers elles, de même les gens qui font appel à beaucoup de principes montrent qu'ils ne savent pas vraiment comment agir.
Et nous ne faisons ici, naturellement, que retrouver Aristote, 1104 à 1,9, page 103 chez Garnier-Flammarion. Il faut préalablement convenir que toute argumentation qui porte sur les actions à exécuter doit s'en tenir à une esquisse et renoncer à la rigueur, conformément à la règle que nous avons énoncée au début, et selon laquelle il faut exiger les arguments appropriés à la matière. Or, les biens dont se réclament nos actions et les intérêts qu'elles poursuivent n'ont rien de fixe, non plus que les choses saines. Mais si telle est l'argumentation de portée universelle, à plus forte raison, celle qui porte sur les choses particulières manque-t-elle de rigueur, puisqu'elle ne tombe sous aucune technique ni prescription, et que les agents doivent toujours eux-mêmes avoir l'œil sur les circonstances opportunes, exactement comme dans le cas de la médecine et du pilotage. Bon, nous redécouvrons donc Aristote, mais ce que nous redécouvrons surtout, ou ce que nous devons continuer à justement à penser comme étant centralement important, c'est justement cette idée que de la compréhension, si vous voulez, dont doivent faire preuve les agents s'ils veulent chercher dans l'esprit qui convient ce qui convient à l'occasion, n'est-ce pas, ce qui est approprié étant donné les circonstances. Et ce n'est pas une mince affaire, n'est-ce pas ? C'est exactement cela qui réside au cœur même de l'idée de mentalité, d'attitude, d'éthos. Et quelqu'un qui, en un sens, participe pleinement à un éthos est quelqu'un qui, théoriquement, ne devrait pas avoir besoin d'instructions spéciales. C'est quelqu'un, comme le dit Wiggins, page 105, qui les produit pour lui-même. Bon. Donc vous voyez que si nous suivons Wiggins, cela veut dire qu'en reprenant un peu Aristote, théoriquement, la leçon à tirer, c'est qu'il nous donne une forme de conclusion en faveur d'une connaissance pratique qui serait plutôt dans le sens d'une connaissance non propositionnelle ou même anti-propositionnelle. N'est-ce pas ? Bon. Et c'est bien en ce sens, d'ailleurs, que l'on lut un certain nombre de philosophes aujourd'hui, notamment dans le domaine de la philosophie morale. Et c'est ainsi que j'interprète aussi, d'ailleurs, le passage de Wiggins, page 106, qui dit ceci : « Ceux qui participent pleinement à une telle chose sauront comment répondre, et directement et d'une manière spécifique, à ce qui se présente comme un devoir ou une obligation, à la situation critique dans laquelle se trouve un ami, dont l'agent saura discerner presque exactement les besoins, le mérite ou les préférences, à celle où se trouve un étranger ou à celle qui met en danger le bien-être ou les perspectives ou la sécurité de ceux qui vivent ou travaillent à côté, au foyer, dans la famille, dans la profession, l'art, le métier, dans la cité, la communauté, le pays. Dans un grand nombre de cas, bien que pas dans tous naturellement, un agent saura exactement quoi faire ou vers qui se tourner ou qui d'autre appeler pour demander de l'assistance ou de l'aide. Même s'il n'a jamais rencontré un tel cas auparavant, il sera prêt à dire quelque chose de tout à fait clair sur ce qu'on attend de lui. La théorie aristotélicienne, dit Wiggins, met donc l'accent sur le pouvoir d'habituation et d'apprentissage ou d'entraînement par le faire, et rappelle comment il suffit d'être un tant soit peu exposé aux efforts que consentent certains êtres humains pour s'en faire une petite idée, pour commencer à voir ce qu'ils cherchent à faire, et comment, à partir de ces commencements incomplets, on peut savoir comment faire immédiatement, de façon conforme et créative. C'est un point, vous vous en souvenez, sur lequel insistait aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, Aubinck. Bien sûr, c'est une vraie question de savoir comment on rend compte, entre autres mécanismes de l'esprit, de l'existence d'une telle capacité des êtres humains. Mais la première tâche n'est pas tant de rendre compte que de faire le portrait du genre de savoir-faire que nous y trouvons. Et c'est bien sûr ici que la confrontation entre Aristote et Ryle devient intéressante, précisément parce que l'approche que fait Aristote de l'éthos est l'approche que fait Aristote de l'éthos est extrêmement proche à bien des égards de la manière dont Ryle se représente l'intelligence pratique. Bien, peut-être vais-je arrêter ici et poursuivre dans la discussion les autres éléments que je veux apporter pour montrer de quelle manière, justement, encore on peut
introduire des liens entre les deux auteurs, mais comme je voudrais, comme je l'ai dit, laisser un peu de place à la discussion aujourd'hui, je vais peut-être tout simplement, pour le moment, en rester là. Nous poursuivrons donc dans la deuxième partie du séminaire. Je vous remercie.